Bonjour à tous. Ben Bonjour. voilà. Bonjour Bonjour. à tous. Donc on redémarre les webinars, mais vous avez remarqué qu'on avait changé. On a décidé que le week-end maintenant déconfiné, plus week-end de la fête des mères, on peut plus continuer à prendre rendez-vous le dimanche à 10 heures. Ça devenait un petit peu compliqué. Donc on a décidé de continuer, mais de le faire peut-être à un rythme plus espacé et le faire le jeudi soir ou un autre soir de la semaine en fonction de l'actualité. Mais on ne vous abandonne pas, on continue d'être en contact et en direct avec vous. Bénédicte, vous expliquez à ceux qui n'ont pas l'habitude comment ils peuvent poser des questions pendant toute la durée de la présentation et du débat. Oui, alors sur le côté à droite de votre écran, vous avez un onglet avec un petit point d'interrogation. Vous cliquez dessus, vous écrivez votre question. On les reçoit en direct. Moi, je vais essayer d'y répondre en direct. Et à la fin, on posera aussi des questions auxquelles je n'ai pas de réponse peut-être. Et si on n'a pas pu répondre à vos questions, on y répondra également par mail. Vous pouvez nous les envoyer sur uspo@uspo.fr. Donc, bien sûr, Pierre-Olivier Variot, vous connaissez, le vice-président. Et puis, l'invité de ce soir, c'est Renaud Nadjaï, qui est président de l'URPS pharmacien Île-de-France, dont la plus grosse région, qui est installée dans les Yvelines. Et voilà, il a subi comme nous, je dirais, le raz-de-marée du Covid dans une région qui n'est pas facile, qui a été particulièrement impactée par le virus. Et donc, voilà, on l'a invité, bien sûr, pour qu'il nous dise comment il avait fait, comment il a géré avec les pharmaciens cette crise, comment il a été en relation avec l'ARS et avec les autres professionnels de santé, et comment il a contribué à permettre aux pharmaciens de passer du mieux possible cette période qui a été extrêmement difficile. Bon, mais Renaud, à toi la parole, si tu veux bien commencer. Merci, Gilles. Merci. Je voudrais, si vous me permettez, commencer cette petite intervention en remerciant vraiment tous les pharmaciens de France de l'action et de leur présence et de ce qu'ils ont pu faire pendant cette période particulièrement difficile. On est fiers de pouvoir appartenir à une telle profession. Je crois qu'on a donné une image absolument extraordinaire sur ce qu'est la pharmacie. On a assumé tout, le bien et le mal, pas toujours de façon très facile. On a accompagné les patients chroniques, maître mot de tout ce qui est l'orientation de toi, Gilles, de te remercier toi, de remercier évidemment Pierre-Olivier et Bénédicte, parce que réellement le travail a été énorme. Et malgré ça, hier, j'ai encore lu une cinquantaine de pages d'orientation, de projets, et déjà on est dans demain et on prépare évidemment l'après-Covid, mais aussi comme c'est le rôle des URPS. Et à cette occasion, je voudrais aussi remercier mes collaborateurs à l'URPS, Aude, Zeina et Aurélien, parce que pendant toute cette période, on a tous bossé comme des ânes, vraiment, parce qu'on faisait notre métier de pharmacien, les uns et les autres, et puis on faisait tout le reste qui semble facile, critiquable, mais il y a eu beaucoup de travail de fait. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais pas dit grand-chose sur ce qui s'est passé. Il s'est passé que, voilà, le sujet du pharmacien, moi maintenant je suis spécialiste du masque, je connais toutes les contre-indications, tous les effets secondaires et tout ce qu'on peut critiquer, l'élastique qui pète, les dates de péremption, etc. Donc c'est très bien. Je sais enfin ce que c'est le flux poussé et le flux tiré. Vous savez, le flux poussé, c'est ce que les grossistes nous envoient, et le flux tiré, c'est ce pourquoi on a essayé de travailler depuis à peu près 2 mois. On n'a pas été forcément suivi, non pas par les ARS et par la tutelle, mais par certains qui n'ont pas voulu faire avancer ce sujet et qui aujourd'hui encore n'ont pas voulu
utiliser les codes que l'équipe de Gilles a obtenus pour faciliter le travail du pharmacien, qu'il puisse facturer avec le même code que celui avec lequel il pourrait faire un flux tiré, c'est-à-dire passer ses commandes. En Île-de-France, nous avons pris le pari d'accompagner les pharmaciens. C'est le rôle des URPS. Le rôle des URPS, c'est accompagner les pharmaciens sur l'évolution du métier, tout ce qui est novateur. Pour exemple, les trop d'angines. Voilà, c'est une expérience au démarrage sur l'URPS Île-de-France et d'autres URPS, et ça aboutit à des négociations au niveau national menées par Gilles et quelques-uns qui l'ont accompagné, et que c'est une réalité d'après Covid, puisque pendant le Covid, il n'était pas souhaitable de le faire. Donc voilà, tout ce que l'on fait au niveau des URPS, c'est vraiment marquer au fer rouge le rôle et les missions du pharmacien, mais du pharmacien professionnel de santé. Pas le pharmacien commerçant que tout le monde essaye de nous coller au basque. Nous, on veut et on va être très clairement rattaché à la santé, au ministère de la Santé, ne pas avoir des parasites en permanence qui viennent nous expliquer et nous envoyer des tas de personnes qui n'ont rien, qui ne font que regarder si le masque il est au bon prix ou si le SHA est au bon prix. Donc nous avons fait le pari de développer avec un outil qui aujourd'hui peut donner l'information en France entière sur toutes les pharmacies, mais pas au niveau des gardes. C'est un outil qui s'appelle Mon Pharmacien, avec le tiret de la région, et qui permet de gérer les gardes et donner l'information au grand public sur les gardes. Et on a utilisé cet outil qui était déjà utilisé par les pharmaciens pour pouvoir les accompagner sur cet imbroglio des masques notamment, et éviter cette espèce, vous savez, au début, il fallait faxer toutes les semaines un tableau, faire signer les professionnels de santé, faxer ce tableau aussi bien à la caisse primaire d'assurance maladie que aux grossistes répartiteurs, qui le classaient immédiatement verticalement, donc c'était une bonne chose. Et avec cet outil, on a su tracer, on a su accompagner ces mouvements, et je peux vous dire que au moment où je vous parle, 81 000 professionnels en région Île-de-France sont connectés sur cet outil Mon Pharmacien, qui marche très bien et qui est la preuve que le pharmacien a tout fait, puisqu'on a et les stocks entrants et les stocks sortants, avec très exactement la destination à quel professionnel et selon quelle quantité. Donc ça a été un gros boulot, mais un gros boulot qui a été fait en 4 jours. On a dans le sprint final, on a dépassé même des grands, hein, je pense à la CNAM notamment, mais qui avait un outil très, très intéressant aussi. Mais le nôtre, il a été tourné plutôt faciliter le pharmacien, et ça a été un outil qui a été fait en interpro. Et l'interpro, c'est le sujet, je pense, de toutes les URPS. Et si j'ai aujourd'hui une fierté du développement de cet outil, c'est que ça a rapproché tous les professionnels de santé, parce qu'aujourd'hui, tous les professionnels de santé, alors je ne peux parler que pour l'Île-de-France, connaissent l'URPS pharmacien. Tous les professionnels savent à quoi est utilisé cet outil et quel a été leur intérêt pour la commande des masques. Par ailleurs, comme d'autres URPS, notamment Hauts-de-France, mais aussi Aura, nous avons eu la chance d'avoir la société Tereos qui nous a offert de l'alcool en pleine période de pénurie du gel hydroalcoolique. Et c'est quand même extraordinaire ce pays, parce que pour mélanger 4 liquides, on a besoin d'un arrêté spécifique du ministre de la Santé qui nous autorise à faire une préparation. Moi, vraiment, par moment, je me demande où on va, mais en tout cas, il l'a fait. Et nous, on l'a fait collectivement, France entière. Et donc, nous avons pu satisfaire plus de 800 pharmaciens avec au moins 2 bidons de 20 litres
d'alcool en pleine période, à la condition qu'ils puissent en offrir et accompagner les autres professionnels de santé, notamment les infirmiers et les médecins qui étaient avec nous au premier rang, pour pouvoir essayer de les protéger, parce que s'ils n'avaient pas de masque, parce que c'était compliqué, je vous rappelle que c'était compliqué, et s'ils n'avaient pas de soluté hydroalcoolique, bah, ça aurait pu être bien plus grave. Et là aussi, c'est une grande une bataille et une belle réussite pour l'Île-de-France, mais aussi, comme je l'ai dit, pour d'autres URPS. Alors, j'ai eu aussi l'occasion de parler avec beaucoup de pharmaciens parce que il y a toujours des problèmes qu'il faut résoudre. Donc, mon portable était évidemment ouvert à tous. Et je peux vous dire que là, bravo Gilles, parce que tout le monde me dit, on a été informé avec les webinars, on a été informé avec les fax, on a été informé avec les mails. Et c'est Bénédicte, c'est toi, c'est Pierre-Olivier qui avait contribué à ça, parce que je rappelle aussi que pendant toute cette période, on n'a pas arrêté la vie conventionnelle, que l'on a eu des réunions régulières avec Nicolas Revel, et que on a pu faire avancer un certain nombre de sujets, notamment in fine une indemnité, en tout cas pour la distribution des masques, parce que j'appelle ça une indemnité, mais encore une fois, c'est quand même une reconnaissance. Comme d'autres URPS, je suppose, enfin d'autres régions, je suppose, mais en tout cas en Île-de-France, on a participé tous les jours pendant la période de ce Covid sur le suivi de l'épidémie. On a pu échanger avec d'autres professionnels. Ça a été le moyen, sans aucun doute, de construire des relations par moments tendus, mais je pense des relations durables, parce que finalement, on a encore mieux appris dans l'urgence à se connaître les uns les autres, de la même manière que il y avait l'histoire des masques était devenue tellement prégnante que on avait deux réunions hebdomadaires uniquement fléchées masques, parce que évidemment que sans FFP2, avec peu de masques chirurgicaux, bah, tout le monde râlait et tout le monde pointait du doigt le pharmacien qui ne voulait pas donner des masques. Or, on ne pouvait donner que ce que l'on avait, et que là, on a fait aussi avancer les choses petit à petit de façon très claire. On a travaillé aussi beaucoup autour de l'implication du pharmacien dès le démarrage, dès le mois de mars, sur qu'est-ce que le pharmacien pouvait faire au comptoir, ne serait-ce qu'au moment où les personnes, souvenez-vous, avec le Doliprane, on a eu un rush. Moi, j'ai même eu une demande de 200 boîtes de Doliprane dans ma pharmacie. Et comment est-ce qu'on a pu gérer à travers, ne serait-ce que le Doliprane, la présence, les questions, l'accompagnement du patient, et pouvoir l'orienter éventuellement chez le médecin parce qu'il présentait un certain nombre de symptômes qui pouvaient éventuellement faire penser au Covid, et que on a pu les orienter. On a fait notre rôle de sentinelle, et moi je me bats pour cette place particulière qu'a le pharmacien. On est à l'interface, on est le premier à être sollicité. Et dans ce sens, on a aussi, un petit peu avant le Covid, développé un questionnaire sur lequel il y a eu environ 4000 réponses pour repositionner le premier soin et le premier recours, et le premier recours en pharmacie. Et là, c'est des éléments qui sont absolument, comment dire, clairement notés. La traumato, la cystite, enfin tout un tas de sujets que Gilles va pouvoir défendre très rapidement pour que notre profession continue à évoluer comme il a évolué. Alors Covisan, c'était une des expérimentations où notamment, mais quasiment à la fin de la période du Covid, où on s'est aperçu que dans des secteurs où avec une densité de population importante, avec des niveaux
de revenus assez bas, avec une population souvent qui ne maîtrisait pas le français. On avait par moment des clusters qui se mettaient en place, et c'est comme ça que s'est développé ce Covisan. Et le pharmacien a participé aussi là, localement, en proximité, à identifier les personnes et les envoyer sur ce genre de centre pour pouvoir être dépistés et pour pouvoir être pris en charge, éventuellement être mis en quarantaine ou en isolement à l'hôtel s'il était dans un environnement d'habitat qui était trop exigu et qui risquait fort d'être contaminant. Alors évidemment que je souligne aussi souvent que possible que les pharmaciens ont été à leur place depuis le 16 mars jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas eu, tout le monde a rempli complètement son rôle et son devoir, et je crois que toutes les professions ne peuvent pas en dire autant. Alors certains ont été empêchés et d'autres l'ont fait différemment. Voilà, pour ce qui est de ces orientations. Alors qu'est-ce qui reste maintenant? On est effectivement dans l'après-Covid, en tout cas de façon momentanée. On a encore des problèmes à identifier, puisqu'on a été sollicité autour du handicap psychique, parce que là aussi, il y avait de vrais problèmes avec le confinement, parce qu'on se retrouvait avec des personnes qu'on laissait parfois dans des structures d'accueil, et que là, il y avait un confinement souvent dans de petites surfaces, et que ça posait quelques problèmes. Et ben maintenant, il va falloir s'occuper de l'après-Covid avec tout ce qu'on voit arriver. Les problèmes de dénutrition chez les personnes âgées. C'est un vrai sujet sur lequel le pharmacien doit s'impliquer et peut s'impliquer, parce que aujourd'hui, c'est la grande leçon, notamment de nos aînés, de cette conséquence de cette période de fatigue, de déshydratation, avec un problème de dénutrition qu'il va falloir accompagner. Et là, on nous demande aussi là d'identifier ces personnes. Et je rappelle quand même que lors de la dispensation à domicile, je crois que tout le monde à travers la France a fait la dispensation à domicile de façon complètement bénévole, en prenant sur son temps. On a été les sentinelles, encore une fois, parce qu'avec quelques mots, quelques phrases, le regard et un tout petit peu d'empathie, on arrivait à identifier si la personne était bien, psychologiquement, si elle était bien, si elle était stressée, et on pouvait lui apporter un secours et un soutien d'un professionnel de santé qui se déplace et qui est chez lui, en face de lui, pour savoir comment il va. Reste maintenant, alors on a eu aussi quelques déboires, parce que il y a eu des initiatives par moments très louables sur le principe, et sans doute un petit peu plus compliqué dans sa mise en œuvre. Je pense notamment à des masques avec des doctrines qui n'avaient pas été clairement prononcées, et donc ça a mis en difficulté notamment les pharmaciens. Et on arrive, et je crois que Gilles va pouvoir travailler très fortement sur ce sujet, parce que aujourd'hui il y a encore le dépistage sérologique, le TROD. Alors, pour quelle raison est-ce que moi je l'ai fait aujourd'hui? Donc, on m'a piqué le bout du doigt, on a pris une goutte de sang, on l'a mis sur une bandelette, et le médecin a lu le trait en face du G et le trait en face du M pour me dire, bah écoute, tu n'as ni l'un ni l'autre, donc tu n'as pas croisé le Covid, ou en tout cas, tu n'as pas fabriqué d'anticorps. Je crois que c'est effectivement, il faut une dextérité hors du commun que de pouvoir faire une lecture comme sur les bandelettes pour la recherche d'une éventuelle grossesse, que de dire c'est positif ou c'est négatif. Mais je pense, Gilles, que tu vas arriver à gagner ce pari et à montrer un jour qu'on est capable de repérer du rose sur un fond blanc. Voilà, j'ai été trop long, je vous relaisse la parole, et merci encore vraiment à tous, évidemment à tous les pharmaciens et surtout aux animateurs que vous avez en face de vous. Merci, merci Renaud, et je te remercie parce que tu as une région qui est particulièrement dense, mais aussi une région qui est hétérogène, avec des pharmaciens qui sont dans l'hyperconcentration de Paris
et des zones plus rurales, plus semi-rurales, et des banlieues qui sont avec une population particulièrement exposée, et que c'est une région qui n'est pas facile à gérer et pas facile à homogénéiser dans les actions. Et bravo, parce que je sais que tu n'as pas compté ton temps, ni ta capacité à rappeler à l'ARS qu'ils pouvaient compter sur le réseau pharmaceutique francilien pour aider à passer cette crise pour toutes les personnes qui étaient restées confinées en région Île-de-France, avec une des régions qui était particulièrement exposée au risque Covid, avec une densité de population parfois assez compliquée. Donc bravo pour le travail et ton investissement. Et quand tu disais que ton téléphone est resté tout le temps ouvert, je peux en témoigner, parce que tu réponds tout le temps, et bien sûr, y compris le samedi et le dimanche, et même parfois tard le soir. Donc merci Renaud d'avoir aidé tes pharmaciens et tes confrères dans toute ta région. Donc on va partir sur l'actualité. Alors la première actualité, c'est les masques, toujours, hein, voilà le thème principal, le fil rouge du Covid, le masque. Donc, on a reçu, et vous avez reçu un DGS urgent, hein, célèbre DGS urgent, qui vous explique ce que vous devez faire. Je ne vous cache pas qu'on est particulièrement agacé. Et d'ailleurs, on a fait une réunion avec Karine Wolf, Pierre Béguerie et Philippe Bessé, parce que tout le monde, tous les quatre, on a immédiatement réagi quand on a vu arriver cette nouvelle doctrine sans avoir été averti, sans avoir été informé de la moindre modification de ce DGS urgent. Donc, je pense qu'il va y avoir une réaction de la part de nous quatre qui va être assez bien sentie et assez sévère, parce qu'on n'est pas des exécutants. Les pharmaciens sont des partenaires de cette crise et ils doivent être respectés comme partenaires. Donc, pour ce DGS, la nouveauté, c'est que d'abord, on va avoir un petit peu plus de FFP2, mais pas tout de suite, hein. Dans quelques jours, on ne sait pas combien, mais on sait qu'on va en avoir un petit peu plus. Donc, si on en a un peu plus, on est autorisé à en donner un petit peu plus. C'est une très bonne nouvelle. Et donc, on explique qui est prioritaire, bien sûr les dentistes et également les médecins. Et on va voir ce qu'on va pouvoir donner, mais il ne va pas falloir se faire beaucoup d'illusions encore pendant 15 jours. La seconde chose, c'est qu'il y a un nouvel acteur qui peut bénéficier des masques chirurgicaux, ce sont les opérateurs funéraires. Voilà, donc ça, c'est la nouveauté. Alors effectivement, les personnes qui travaillent et qui vont malheureusement chercher des personnes décédées n'étaient pas facilement équipées aujourd'hui et apparemment ont toujours du mal à trouver des masques, et donc on demande à ce qu'ils fassent partie de la distribution par les pharmaciens des masques pour tout le personnel qui travaille comme opérateur funéraire. L'autre nouveauté, c'est que, comme le disait Renaud tout à l'heure, on va passer de flux poussé à flux tiré. C'est-à-dire que maintenant, l'État donnait aux grossistes répartiteurs une quantité de masques avec une grille de distribution qu'ils avaient évaluée soi-disant en fonction du chiffre d'affaires, et les grossistes devaient envoyer toutes les semaines, quand ils avaient assez de masques, aux pharmaciens, que le pharmacien en ait besoin ou pas. Bon, bien sûr, ça fait 1 mois et demi qu'on dit que ce n'est pas un système qui peut être opérationnel au départ, et ça ne peut pas durer des mois. Et donc, enfin, ils ont compris, et les grossistes ont accepté parce qu'ils n'étaient pas forcément très favorables au flux tiré. Ils trouvaient très confortable de pousser et se débarrasser des masques en une seule fois, mais tout ça n'est pas très professionnel. Donc, il faut maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail. Et donc, théoriquement, on devait être en flux tiré et passer des commandes à partir de lundi. Alors, ce sera reporté à jeudi, tout simplement parce que les grossistes ont reçu tardivement les derniers quantités de masques qui vont être poussés. Ils les ont reçus juste en fin de semaine. Donc, ça va encore repousser dans les pharmacies, même si vous en avez, même si certains pharmaciens arrivent à dire aux grossistes qu'ils n'en veulent pas. Et les grossistes respectent à ce moment-là, et donc il n'y a aucun envoi chez ce pharmacien.
Mais le passage en commande se fera à partir du milieu de la semaine prochaine, de jeudi, pour les masques chirurgicaux. Et théoriquement, lundi d'après, le 22 juin, pour les masques FFP2, mais là aussi, on risque d'avoir un petit décalage de 2-3 jours. Mais c'est 1 mois et demi de combat pour arriver à cette solution qui nous paraît, bien sûr, à tous, plus adaptée. Et en gros, on dit maintenant, on doit être sur un système d'approvisionnement beaucoup plus fluide et pas recevoir un carton de boîtes de masques sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait pas quel jour de la semaine, on ne sait pas quand, on ne sait pas combien. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'il y a une semaine qui a été perdue et qu'on n'a pas reçue. Ça veut dire quand même qu'il faut que les grossistes aient des stocks et que les pharmaciens aient des stocks pour assurer la fluidité. Par contre, comme on est toujours à flux tendu, il y aura une vigilance particulière demandée par le ministère et faite par les grossistes répartiteurs pour que les pharmaciens n'en commandent pas plus que ce qu'il faut. Et donc, il y aura un contrôle sur des quantités qui seraient anormales, comme on a des contrôles aujourd'hui par les grossistes répartiteurs sur certains médicaments sensibles. Et les grossistes souhaitent que la commande se fasse régulièrement, donc on n'a pas besoin de commander en une seule fois pour la semaine les masques dont on aurait besoin. Et voilà, ça se commande par 10 boîtes et ça fait partie d'un approvisionnement régulier d'un produit que l'on va continuer, je ne sais pas jusqu'à quand, à mettre à disposition des professionnels de santé et de ceux qui sont aussi associés aux soins ou en contact avec des malades. Pour la facturation des masques, on ne va pas rentrer dans le détail. Vous avez la possibilité de regarder sur le site USPO et dans les circulaires, dans les points infos que l'on vous envoie, le détail. Et on a décidé, et je voudrais remercier Sylvie Parang qui a passé beaucoup de temps à faire une vidéo qui va être une vidéo explicative qui va durer entre 5 et 6 minutes, qui va permettre d'expliquer comment on facture en fonction des différentes situations, patient Covid, patient contact Covid, patient à haut risque et les différents professionnels pour aider vos équipes à facturer avec le numéro fictif du médecin, le numéro fictif du patient ou la carte vitale dans certains cas avec l'ordonnance. Donc, comme il y a 4 cas différents, plus les différents professionnels, eh bien, on a décidé de faire une vidéo explicative, ce qui permet parfois d'être plus simple dans les explications. Et on verra jusqu'à quand dure cette affaire, puisque bien évidemment, au bout d'un moment, il faudra que les professionnels de santé, comme ils le faisaient auparavant, se réapprovisionnent en masques eux-mêmes, les achètent, parce que ça fait partie, bien sûr, de leur activité. Et donc, je pense qu'à la fin de la période Covid, peut-être on va encore passer l'été, mais je pense qu'au bout d'un moment, cela s'arrêtera aussi quand les professionnels pourront se réapprovisionner par leur circuit habituel, ce qui commence à être le cas, puisque ça y est, les masques arrivent sur le territoire national de façon beaucoup plus régulière, sauf encore les masques FFP2 qui sont encore très tendus. Donc voilà le point sur les masques. Pierre, l'autre point qu'on voulait aborder, c'est le renouvellement des traitements, puisqu'on est le 11 juin. C'est une date fatidique. Donc, comme vous le savez, depuis le début de la crise et depuis le début du confinement, les pharmaciens ont eu le droit de renouveler les traitements. Alors, tous les traitements, que ce soit les traitements chroniques classiques, mais aussi les TSO, les hypnotiques, les stupéfiants, tous les traitements ont eu le droit d'être renouvelés par le pharmacien. Aux seules conditions, il y en avait deux, c'est qu'il fallait que ce traitement soit chronique et pour vérifier la chronicité du traitement, on avait besoin de l'historique et pas d'une ordonnance de 3 mois, d'un historique ou du dossier pharmaceutique. Et puis, et c'est ça où c'était fondamental pour nous, c'était que ce patient soit stabilisé dans son traitement. Et ça, c'était la possibilité que le pharmacien avait de renouveler les ordonnances et de permettre la continuité des soins. À terme, on s'est rendu compte que ça s'est fait très proprement par la profession. La profession l'a fait en ne créant ni une surconsommation, ni une sous-consommation. Et ça a replacé le pharmacien au cœur
du bon usage du médicament et du traitement des patients. Donc effectivement, ce dispositif a une fin. Donc la fin, c'était ce soir minuit. Donc, nous ne pouvons plus renouveler les traitements prescrits par sur des ordonnances expirées. Et il y a une exception à ça, ce sont les TSO qui sont reportés au 10 juillet, donc à la fin d'état de crise. On s'est rendu compte quand même que ça va apporter beaucoup de souplesse pour les patients. Et si on veut replacer le patient au cœur de notre problématique, on se rend compte que ce renouvellement est vraiment positif tant pour eux que pour nous et a quelque part mis en avant le pharmacien correspondant. Et cette notion, comptez sur nous pour qu'on aille maintenant la défendre et qu'on essaye de la réactiver et de pérenniser ce renouvellement des traitements et de se renouveler, mais non pas pour renouveler pour délivrer plus, mais pour renouveler et pour délivrer bien et faire en sorte que les patients puissent avoir une continuité des soins, ce qui est très important, surtout dans un temps médical qui va être un petit peu plus raréfié, avec les reprises des consultations et avec en plus les vacances qui arrivent. Donc, la fin des renouvellements des traitements classiques à ce soir et les TSO au 10 juillet. Merci Pierre. Donc, on est bien d'accord, ordonnance expirée, c'est fini, mais on peut toujours prolonger sur une ordonnance qui est finie une boîte de traitement quand on est on reprend les anciennes conditions avec les traitements chroniques. Et donc, on peut dépanner d'une boîte pour assurer le temps pour le patient d'avoir son rendez-vous chez le médecin. L'autre point qui va se négocier à la fois demain sur une réunion préparatoire avec l'assurance maladie et en commission paritaire nationale qui aura lieu mercredi prochain après-midi. Vous savez qu'il y a eu toute cette période du mois de mars jusqu'à fin mai où on a fait toute une série d'actes gratuitement. La distribution des masques, la mise en place de la dispensation à domicile sans qu'il y ait la possibilité de négocier une indemnisation, l'équipement des pharmacies, l'organisation de la pharmacie et également les procédures internes permettant de sécuriser la dispensation, le personnel, etc. Donc, pouvoir nettoyer l'ensemble du matériel régulièrement en cours de journée. Donc, tout ça représente des charges avec une spécificité pour l'officine sur notamment la dispensation à domicile et la distribution des masques. Donc, on va négocier une indemnité pour couvrir l'ensemble de ces frais et on va bien sûr négocier pour qu'elle soit versée le plus vite possible à l'ensemble des pharmaciens. Alors, contrairement à ce que je vous avais dit il y a 15 jours sur le webinaire, on avait découvert que l'aide aux entreprises pouvait être faite par l'assurance maladie en mettant en avant l'équipement, le matériel investi pour protéger, ça voulait dire plexiglas, marquage au sol, gel hydroalcoolique, gants, voilà, toute une série, système de nettoyage, etc., qui est ouverte à toutes les entreprises, avec des conditions bien particulières qui sont sur le site de l'USPO que vous pouvez retrouver. Et donc, il y a deux paliers. Un premier palier, c'est qu'il faut avoir investi au moins 1 000 € de dépenses spécifiques en ayant mis en place des gestes barrières. Et l'autre barrière, l'autre limite, c'est que l'assurance maladie prend en charge la moitié de l'investissement. Donc, il faut que ça dépasse 1 000 €. Donc, que 50% pris en charge par l'assurance maladie. Et ça ne peut pas dépasser 5 000 €. Je vois que ça peut concerner certaines entreprises, notamment pharmacies, qui ont peut-être investi sur du matériel spécifique, des grandes pharmacies qui ont mis en place des systèmes de traçage au sol pour permettre aux patients de ne pas se croiser, etc. En tout cas, on va pouvoir cumuler les deux aides, puisque l'autre
on va la concentrer de façon spécifique à ce qu'ont fait les pharmaciens avec des masques de la dispensation à domicile. En tout cas, ça va être le point de négociation de demain et la conclusion en CPN. Mais voilà dans quel état d'esprit on va ouvrir la négociation. Et on va continuer sur cette commission paritaire nationale de mercredi prochain pour relancer toute la politique conventionnelle, Pierre, puisque tu es le président de la commission paritaire nationale. Merci. Merci Gilles. Donc oui, comme on l'avait dit au dernier webinaire avec le directeur, on avait dit qu'il fallait relancer toute la vie conventionnelle, aussi bien en local qu'en région, et bien sûr au national aussi. Et donc à la prochaine commission paritaire de la semaine prochaine, il faut qu'on aborde différents points qui ont déjà été abordés un petit peu ici. C'est premièrement l'avenant générique pour cette année, qui n'est aujourd'hui toujours pas signé, ce qui veut dire pas d'avenant, ce qui veut dire pas de ROSP. Donc il faut absolument qu'on signe cet avenant de façon à ce que l'an prochain nous touchions une ROSP. Le directeur s'y est engagé et a priori dans les mêmes conditions que ce qu'on avait envie de cette année, c'était son plan de base. Donc oui, on doit re-signer cet accord générique. D'autre part, il faut absolument qu'on termine l'accompagnement des patients sous chimiothérapie orale anticancéreuse. C'est ce nouveau bilan, cet nouvel accompagnement que nous désirons voir naître bien très bientôt, et ça a été à la suite d'une longue négociation, et maintenant on est au bout. Donc il faut vraiment qu'on aille au bout de ça et qu'on la signe de façon à pouvoir le développer, et le développer très vite, pour que ces patients puissent bénéficier d'un accompagnement positif et vraiment de qualité par le pharmacien, de façon à ce qu'il n'ait pas de perte de chance dans son traitement et dans son suivi de traitement. Vous avez vu qu'il y a quelques jours est sorti l'avenant 20 de la Convention qui porte sur la dispensation adaptée. Cette première intervention pharmaceutique rémunérée qui va permettre aux pharmaciens de topper la non-délivrance de certains médicaments à posologie variable, et qui va permettre également de montrer, d'être une fois de plus dans le bon usage. C'est ce qu'on a voulu faire à l'USPO, c'est quitter, c'est ce que disait Renaud tout à l'heure, le camp du commerce pour rentrer dans le camp du professionnel de santé. Et pour nous, pharmaciens, ce bon usage est quelque chose de fondamental dans notre métier. On le faisait, maintenant on va pouvoir le topper. Alors le pharmacien qui le faisait avant, il continuera de le faire, il topera et il sera rémunéré pour ça. Celui qui ne le ferait pas ne perdra rien. Ça n'est que du gagnant. Et d'autre part, l'assurance maladie va pouvoir rémunérer le pharmacien sur l'économie qu'elle va faire, elle, en redonnant une partie de cette économie au pharmacien. Donc la dispensation adaptée, ça a deux buts. Le premier, c'est de topper la non-délivrance totale et totalement des médicaments, et de pouvoir dire, ben voilà, on a adapté pour tel patient un traitement qui a une posologie variable en fonction de ses besoins, et pas en fonction d'un volume de dispensation, et puis d'être rémunéré. Et surtout, c'est la première fois que l'intervention pharmaceutique va être topée, va être rémunérée. Et là aussi, comptez sur nous pour que ce soit le point de départ d'une longue liste. On y travaille, et il faut vraiment que le pharmacien soit rémunéré pour ces interventions qu'il est amené à faire. Un autre point qui va être important de négocier aussi, c'est le topage du non substituable, des raisons du non substituable. En 2019, il fallait marquer non substituable à la main en toutes lettres pour qu'on puisse ne pas délivrer le générique et faire quand même un tiers payant. Depuis janvier 2020, ça a changé. Il faut marquer une raison du non substituable. Donc c'est le CIF, le MTE, etc. Mais étant donné que la crise est arrivée, on a eu très peu d'ordonnances faites en 2020. On a eu beaucoup d'ordonnances qui étaient des renouvellements 2019, donc avec les règles de 2019. Aujourd'hui, maintenant que l'activité médicale reprend, on voit des ordonnances arriver avec ces mentions, surtout la mention CIF, et on ne peut pas les topper, alors qu'il était prévu dans nos logiciels de pouvoir les topper et de pouvoir dire à l'assurance maladie, on ne donne pas le princeps parce que le médecin a mis la mention CIF, la mention MTE. Alors la mention MTE, elle ne pose à personne de problème, puisque la liste est très définie et que ce sont des molécules à marge thérapeutique étroite que tout le monde connaît, aussi bien les médecins que les pharmaciens, donc c'est pas ça qui va poser problème. Mais la mention CIF, on se rend compte qu'il peut y avoir quelque chose, une déviance de la part de certains médecins sur l'utilisation. Il faut qu'on puisse le signaler à l'assurance maladie. Aujourd'hui, on n'en a pas la capacité. On ne peut topper dans nos logiciels que non substituable, mais pas dire pourquoi. On a demandé au LGO d'être d'équerre par rapport à ça. Il nous avait promis de l'être
un peu plus tôt que maintenant. Voilà, il faut relancer pour que l'assurance maladie fasse pression sur les éditeurs de logiciels de façon à ce que nous puissions toper et nous puissions dire la raison du non substituable. Voilà, ça c'est l'immédiat. Et puis, on pense à l'après et à la négociation d'après et de la convention qui va arriver et des différents avenants qui vont encore arriver pour faire évoluer la profession et continuer de faire prendre le virage que l'USPO a fait prendre à notre profession dans le bon usage et dans le parcours de soins. Merci Pierre. Je ferai deux petits commentaires avec un coup de gueule comme l'USPO est capable de le faire. Sur les génériques, c'est insupportable ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, au-delà de ce qu'a expliqué Pierre, des ordonnances qui reviennent avec médicaments au même prix que le princeps, dont le pharmacien doit vous donner le princeps sans vous faire payer en faisant le tiers payant. Écrit de façon aussi maldite que ce que je viens de le faire. Et ça veut dire que c'est écrit à la machine. Et quand vous voyez plusieurs médecins dans plusieurs régions qui ont le même libellé, ça veut dire que certains les aident à mettre ça en place. Et certains qui ont des intérêts à voir le princeps prendre des parts de marché sur le générique. Je vous rappelle que la loi dit que le médecin doit prescrire en décès. Ça veut dire qu'on arrête le droit des marques. On arrête de revenir sur la marque. Quand on revient sur la marque, on revient pas à l'avant-Covid. On vient dans la période du quaternaire ou du tertiaire, c'est-à-dire quand il y a encore c'est la période fossile. Donc, le médecin, il prescrit une intention thérapeutique. Il prescrit une molécule. Il ne fait pas du marketing. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Comment des gens peuvent encore réinciter les médecins à represcrire à la marque et à l'écrire noir sur blanc sur l'ordonnance? Qu'est-ce que c'est cette façon de travailler? Donc, on est loin de la coordination et on revoit que certains laboratoires reprennent les vieux réflexes en disant « il faut que je maîtrise le stylo du médecin », avec toutes les dérives que l'on a connues pendant des années et qui n'ont pas conduit au bon usage, loin de là. Donc ça, il faut que ça s'arrête et qu'on fasse respecter les règles. Et la règle, c'est la prescription en décès et que les libellés qui sont sur les ordonnances doivent être des libellés pour assurer l'observance des traitements et pas perturber le patient. Et sur la dispensation adaptée, donc on va démarrer début juillet. Comme le disait Pierre, on va vous expliquer bien évidemment avant début juillet comment on le met en place. Je sais que les logiciels sont prêts et doivent démarrer et ils sont également prêts pour que l'on puisse facturer et rattraper toutes les facturations des bilans de médication, des entretiens pharmaceutiques, que ce soit l'asthme, les AVK ou les AOD, pour que vous soyez payés au fil de l'eau. Et on fera bien sûr pareil pour les entretiens sous chimiothérapie orale. Je fais une parenthèse là-dessus, sur les entretiens. Beaucoup ont dit oui, ça prend du temps, oui, c'est compliqué, oui, j'ai pas d'équipe qui permet de le faire, etc. Oui, c'est vrai que c'est pas facile de s'investir dans ces entretiens et dans ces bilans de médication. Mais c'est comme ça qu'on empêchera d'autres acteurs à venir discuter du médicament à notre place, comme le souhaitent certains infirmiers, comme le souhaitent certains médecins, comme le souhaitent certains pharmaciens qui n'ont pas de pharmacie et qui voudraient faire ce type de travail à la place des pharmaciens d'officine. Donc soyons vigilants, montrons que l'orientation que l'on a prise depuis 3-4 ans, c'est une orientation qui va bénéficier aux patients, bénéficier aux personnes âgées et qui va faire que eh bien, le pharmacien aura toute sa place dans pas uniquement la dispensation des médicaments, mais l'accompagnement, le bon usage, le suivi des patients. C'est comme ça que l'on gagne la place et franchement, après le Covid, on a prouvé qu'on était capable de faire ce genre de choses. Alors oui, c'est une remise en question de la façon de travailler, c'est une remise en question dans les équipes de prioriser
certaines activités par rapport à d'autres, c'est rémunéré. Et je peux vous dire que les jeunes étudiants en pharmacie, dont nos futurs collaborateurs, nos futurs titulaires de pharmacie, c'est ce métier-là qu'ils veulent faire. C'est le métier d'accompagnement du patient. C'est au-delà de la dispensation, enrichir l'acte pharmaceutique avec ce type de service et d'entretien. Donc, voilà, je vous invite, une fois qu'on aura soldé les vieilles mauvaises habitudes avec le retard de facturation, eh bien, de repartir à partir de la rentrée pour faire des entretiens, pour faire ces bilans de médication. Et je vous rappelle que vous pouvez le faire également sur les patients qui sont en EHPAD, pour les bilans de médication ou pour les autres entretiens, et qu'on a ouvert l'expérimentation. Et vous avez vu combien les pharmaciens ont été très, très, très fidèles à leur travail, y compris dans les EHPAD, où on a connu quand même d'énormes difficultés pour un certain nombre d'établissements. Et les pharmaciens ont toujours été là pour assurer aussi la continuité des soins pour l'ensemble de ces personnes âgées qui étaient en grande difficulté. On a lancé une enquête, justement, c'est en lien un petit peu avec l'ensemble des services, sur le service Amédipro. Alors, Amédipro, bien évidemment, chacun y a goûté et tout le monde n'y a pas trouvé vraiment un service qui était particulièrement performant. Mais ce que je voudrais dire également, c'est que tous les professionnels de santé se servent d'Amédipro, avec moins de difficultés que nous, et c'est légitime, puisque eux, souvent, c'est de la déclaration d'activité, comme nous, on le fait sur la déclaration d'équipement, où effectivement, en 2 minutes, on a déclaré l'équipement de l'officine pour la ROS, mais dès qu'on est sur des systèmes de paiement, comme on l'a essayé de le faire sur les entretiens pharmaceutiques, là, ça a complètement, ça n'a pas marché. Et on a vu que sur les masques, bon, oui, c'était gentil, sauf qu'à Medipro, ben, ce n'était pas un système qui nous permettait de nous rémunérer. Donc, il avait quand même sa limite. Mais on sait que c'est un outil qui est utilisé pour les patients en contact Covid et qui est un outil qui est développé par l'assurance maladie et qui est quand même, qui peut être utile, bien sûr, pour les professionnels et bien sûr pour les pharmaciens. On voit contrôle des droits en ligne, etc., toute une série de services qui peuvent être intéressants. Donc, nous, ce qu'on souhaite, eh bien, c'est de le faire progresser, c'est-à-dire d'en faire un outil plus adapté à la spécificité des pharmaciens. Et donc, de voir comment, avec nos éditeurs de logiciels, eh bien, on peut accéder à Medipro de façon beaucoup plus rapide. Et l'information qu'on a sur l'écran, comment pouvoir l'intégrer dans nos logiciels ou en faire comme sur le contrôle des droits en ligne, comme la DRI, eh bien, de pouvoir très, très rapidement récupérer une preuve que le patient maintenant est passé à la C2S ou à une invalidité ou une exonération. Donc, je vous demande de répondre à l'enquête qui est à votre disposition sur le site de l'USPO pour que l'on puisse voir en fonction de, ce n'est pas une enquête très très longue, hein, je crois qu'il y a 5 questions, qui permettra de voir comment vous, certains éditeurs de logiciels, ont bien fait le boulot, ils ont trouvé certaines astuces qui permettront qui pourront bénéficier à toute la profession. Et également, ce que vous reprochez à ce système, avec les difficultés que vous rencontrez, pour nous aider à faire des propositions pour faire progresser ce service et permettre aux éditeurs de logiciels d'investir du temps pour nous faciliter le travail et permettre d'aller plus vite avec des services qui sont mis à disposition. Donc, je vous demande d'aller sur le site très rapidement, de répondre. On fermera l'enquête courant de la semaine prochaine et on fera remonter ces informations pour faire progresser, comme toujours, la profession. Sur les TROD, ce dont parlait Renaud tout à l'heure, c'est-à-dire les tests sérologiques, pour l'instant, nous sommes exclus de la possibilité de faire des tests Covid sérologiques. On réserve ça
aux biologistes sur prescription médicale. On ne va pas lâcher l'affaire. D'ailleurs, l'association de patients France Asso Santé est en train de soutenir notre démarche en disant mais c'est pas normal que les pharmaciens ne puissent pas utiliser le TROD parce que parfois c'est plus facile d'aller à la pharmacie que d'aller chez un médecin et après d'aller au laboratoire. L'HAS considère que les pharmaciens sont habilités à le faire. Il n'y a pas de raison qu'on perde trop de temps pour permettre aux pharmaciens de faire des TROD. Et ce que je voulais dire, c'est que dans les propositions que l'on va faire, c'est de dire que du moment qu'il y a un TROD, et du moment qu'il est de qualité, et qu'il n'y a pas de débat sur la fiabilité de ce test, eh bien, de fait, il est disponible en pharmacie. Et s'il y a un TROD particulier qui peut poser un problème de santé publique, eh bien, à ce moment-là, il faudra prendre un arrêté pour exclure le pharmacien de ce test. Donc, il faut faire les choses à l'envers. Aujourd'hui, vous avez un nouveau test qui arrive, il faut demander l'autorisation pour le faire. Et vous avez bien sûr l'armée de biologistes qui arrivent en disant « Ah non, 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 les pauvres pharmaciens sont incompétents, ah ben, ils ne savent pas lire une barrette sur un autotest. Non, non, mais leur discours va être complètement incohérent par rapport à un discours de santé publique. Merci, nos amis et nos confrères pharmaciens biologistes, merci nos confrères pharmaciens médecins de dénigrer à longueur de journée la profession de pharmacien d'officine. Ce n'est pas très agréable et ce n'est pas très glorieux de leur part. Du moment que le test est fiable, on est capable de sélectionner les patients qui sont éligibles à ces tests selon des critères de santé publique donnés par les pouvoirs publics et on est capable de leur tenir un discours qui fera que l'interprétation de ce test sera au niveau où ils doivent l'interpréter et ne pas le surinterpréter, ce qui est effectivement une possibilité sur le Covid. Mais on est des professionnels de santé, et TROD, comme la vaccination, ça fait partie du champ de compétences du pharmacien d'officine, comme d'autres professionnels de santé. On glisse sur la vaccination avec les DASRI. D'accord. Donc, les DASRI, vous savez que DASRI a éliminé pour nous nos déchets issus de la vaccination, nos seringues, etc. C'est un acte qu'il faut que l'on déclare auprès de DASRI pour justifier de l'élimination de nos déchets. Et on a jusqu'au 26 juin pour aller sur le site de DASRI, aller sur l'onglet la vaccination et sur une simple déclaration du nombre de vaccins que la pharmacie a effectué, DASRI en renvoie un PDF en certifiant avoir détruit un certain nombre de boîtes de déchets issus de la vaccination pour la pharmacie. Il faut le faire parce que il faut qu'on puisse justifier l'élimination de nos déchets et justifier qu'on ne les a pas mis dans la poubelle classique. Et d'autre part, vous savez que c'était une bagarre de l'USPO pour que DASRI puisse éliminer ces déchets. Ils l'ont fait l'an dernier. Comptez aussi sur nous pour qu'on fasse de cette chose, non pas un one-shot, mais qu'on essaie de maintenant le faire pérenniser. Donc, on va reprendre la bagarre par rapport à ça et faire en sorte que ça reprenne l'an prochain. Donc, faites-le, s'il vous plaît, parce que là, il y a à peu près 4000, plus de 4000 pharmaciens qui sont déjà enregistrés, mais on est loin de compte, hein, puisque pratiquement 18 000 pharmaciens ont facturé. Si vous avez des difficultés, parce que vous êtes un collecteur DASRI et que vous n'arrivez pas, et que l'onglet n'est pas disponible sur le site, et c'est arrivé, il y a 2-3 pharmaciens qui nous ont déjà contactés parce qu'ils n'arrivaient pas à s'enregistrer. Il y avait des erreurs d'adresse mail, des choses comme ça, toutes bêtes. Et donc, n'hésitez pas à contacter l'USPO. On est en relation directe avec DASRI et on rattrape immédiatement les petites erreurs de fichiers qui arrivent de temps en temps pour éviter qu'un pharmacien ne puisse pas déclarer. Bien sûr, on va ouvrir une négociation avec DASRI, comme l'a dit Pierre, pour pérenniser le ramassage de tous ces vaccins réalisés par la pharmacie. On espère d'ailleurs que très rapidement, et ça fait partie des demandes de l'USPO, que l'on puisse vacciner contre la grippe tous les adultes, au-delà de ceux qui ont le bon de prise en charge par l'assurance maladie, mais également que l'on puisse vacciner toutes les personnes adultes pour tous
le calendrier vaccinal, parce que bien évidemment, si on veut conquérir et reconquérir l'acte de vaccination, eh bien, il faut faciliter le parcours du patient et lui permettre, bien quand on a 55 ans, 60 ans et qu'on jardine, bien, de rappeler qu'il y a le tétanos à faire et on va ressurgir la rougeole. Donc, on ne peut pas maintenir la vaccination dans un entonnoir uniquement chez un professionnel qui est déjà particulièrement surchargé en travail et qui ne peut pas absorber toute la population qui désire se faire vacciner avec un parcours qui est assez complexe. Un point sur, on est au mois de juin, et donc il y a les examens pour les jeunes en apprentissage qui vont passer leur BP. Alors bien sûr, ils sont confrontés à la situation toute particulière d'avoir eu une interruption de la fin de leurs cours. Alors bien sûr, les cours ont été maintenus, mais à distance. Et donc, il a été décidé avec le rectorat et avec bien sûr le ministère que les examens se feraient pas comme d'habitude avec une épreuve, mais se feraient sur la base des notes de la seconde année de BP avec une évaluation. Il avait été envisagé de faire participer les maîtres d'apprentissage avec une grille d'évaluation du jeune par rapport à sa façon de travailler et ce qu'il a acquis à l'officine. C'était une bonne idée. Apparemment, ça paraît trop complexe, ça paraît trop lourd, et donc il y a une remise en question par les rectorats de cette évaluation. Bon, ben, tant pis, hein, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est que les jeunes puissent avoir leur diplôme à la fin de leur contrat pour qu'ils puissent trouver un emploi rapidement. Et il était hors de question de décaler ces examens à septembre avec des contrats qui s'arrêtaient parfois en juin, parfois en juillet. Ça allait être extrêmement compliqué. Un autre point sur l'apprentissage, donc on n'a pas des conditions et des chiffres exacts, mais vous avez vu que dans le plan de relance économique pour l'emploi, une attention particulière porte sur l'apprentissage, avec des aides qui vont être beaucoup plus importantes et qui va passer de 5 000 à 8 000 euros pour un apprenti si voilà, on rentre dans un cycle d'apprentissage. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, c'est entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 pour la date d'embauche. Et donc, bien sûr, après, on est sur le contrat d'apprentissage avec la durée d'apprentissage classique en fonction des métiers. Mais en tout cas, c'est une aide non négligeable pour inciter, bien sûr, à recruter les jeunes qui, dans cette période de crise économique sans précédent, vont avoir du mal à trouver de l'emploi. Donc, voilà, si vous avez envie de prendre un jeune, c'est avec une aide non, extrêmement importante de 8 000 euros. Sur le dernier point, peut-être, c'est bien sûr, nous sommes en pleine discussion sur le Ségur de la santé. Vous savez, un rapport qui va être rendu début juillet pour bien tirer les conséquences du Covid, tirer les conséquences des situations de tension, en particulier à l'hôpital, régler le problème des conflits sociaux qui durent depuis plus de 9 mois à l'hôpital. Et vous avez vu qu'ils envisagent une manifestation le 16 juin. Donc, mais très centré sur l'hôpital, bien évidemment, mais eh bien, il faut également qu'on n'oublie pas les acteurs de ville. Parce que quand la population applaudissait à 20 heures, elle n'applaudissait pas que les services de réanimation. C'est quand même eux qu'on voyait beaucoup à la télé, et à juste titre, parce qu'ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont réussi à modifier leurs services, à multiplier les lits par 2, par 3, à faire une solidarité entre les infirmiers des services qui venaient faire de la réa alors qu'ils travaillaient dans d'autres services. Ils ont réussi à déplacer des patients intubés sous ventilation avec des trains, avec des avions, avec des hélicoptères pour décharger des hôpitaux qui étaient complètement saturés.
Donc il y a eu effectivement un travail et une agilité de la part des hôpitaux, mais pas que. Les infirmières en ville, elles n'ont pas abandonné leurs patients. Les pharmaciens en ville, ils n'ont pas abandonné leurs patients. Et certains acteurs, comme des kinés, qui avaient des populations, des personnes âgées à suivre, ou de la rééducation à finir, ont continué le boulot avec des conditions de travail qui n'étaient pas faciles. Et je n'oublie pas les auxiliaires de vie qui ne devaient pas abandonner des personnes qui étaient isolées, seules, parce que les patients ne pouvaient compter que sur ces personnes-là pour les faire manger, pour les toilettes, pour les aider dans leur quotidien. Donc oui, ces applaudissements, ils allaient à tout le monde. Alors l'hôpital a tendance à récupérer tout pour lui et considère que les applaudissements, c'est que pour eux. Non, c'est pas raisonnable et c'est pas correct. Donc, nous, il y a un pilier 4, enfin, il y a deux piliers qui nous intéressent dans les 4 piliers. Il y en a un qui s'appelle simplification. Donc, simplification, nous, on connaît ça, hein, parce que nous, on aimerait bien qu'on simplifie les règles de prescription et les règles de dispensation. Et ça nous intéresse parce que ça faciliterait le travail du médecin, ça faciliterait le travail du pharmacien, et ça nous éviterait de prendre des risques quand on facture, d'avoir des indus par l'assurance maladie, parce qu'on n'a pas respecté une réglementation qui était complètement inadaptée. Donc ça, le chantier du SPO l'a ouvert il y a à peu près 1 an. Eh bien, on va utiliser le Ségur pour accélérer ce travail de simplification, de dispensation et de prescription. L'autre chantier, bien évidemment, c'est ce qu'ils ont appelé territoire. C'est comment on s'organise sur les territoires. Et là, on a bien vu que les pharmaciens avaient rempli parfaitement leur rôle dans la continuité des soins, dans la dispensation à domicile, dans les relations avec l'hôpital, parce qu'on a beaucoup échangé avec les autres professionnels de santé, et ce n'était pas une période extrêmement facile, mais où la cohésion de l'ensemble des acteurs de ville et d'hôpital était absolument nécessaire, parce qu'on avait besoin de savoir où en étaient les uns et les autres pour pouvoir bien informer les patients et se préparer à des situations de tension telles qu'on les a connues dans le Grand Est et dans l'Île-de-France. Donc, on va profiter de ce pilier 4 pour faire des propositions. Nous avons eu un conseil d'administration hier, et c'est ce que rappelait Renaud tout à l'heure, avec une production d'un travail détaillé sur un certain nombre de propositions. Pour ça, ça a été le travail interne de l'USPO, dans l'ADN de l'USPO, hein, dans ce que on veut promouvoir comme vision du métier de pharmacien demain. Mais ce que l'on veut faire également, c'est le partager avec vous. Ce que l'on veut également, c'est vous écouter. Ce qu'on veut également, c'est échanger avec vous pour finaliser ces propositions et les porter avec les arguments que l'on sait amener pour arriver à convaincre. Et vous en avez eu la preuve sur l'évolution du métier depuis 3 ans. Et ça, on ne peut pas le faire sans vous. L'USPO tout seul, non. C'est l'USPO avec l'ensemble de la profession. Donc, on a décidé, mardi prochain, donc, on va être le 12, c'est ça? Pardon? 16. Non, le 16, oui, je me plante dans les jours. Le 12, c'est demain. C'est l'effet Covid. On n'arrive plus, non, c'est pas que je l'ai eu, c'est que tout simplement, on n'a plus de jours de semaine, on n'a plus de jours fériés. Et je n'arrive pas à réaliser qu'on est déjà au mois de juin, tellement que c'est allé vite dans le rythme qui a été extrêmement soutenu. Je n'arrive pas à réaliser vraiment qu'on est mi-juin. Donc, mardi prochain, nous ferons un nouveau webinar avec Pierre et Bénédicte sur le Ségur de la santé. Et donc, on va lancer le débat avec le travail qui a été fait au sein de l'USPO, avec un certain nombre de propositions, mais l'objectif, c'est que vous réagissiez à la fois à ces propositions, mais également vous nous alertiez sur les points que vous aimeriez voir développés, proposés, défendus, parce que c'est ça qui fait la richesse d'un syndicat, c'est à la fois d'être à l'écoute
de l'ensemble de la profession, mais également d'enrichir le débat pour qu'on puisse mieux défendre ces propositions. Donc, je vous donne rendez-vous à 20h15, mardi prochain, pour parler uniquement des propositions sur comment on voit l'avenir et comment on peut porter. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de propositions qui sont très innovantes, qui sont ambitieuses et qui sont surtout adaptées à ce qui fait aussi notre ligne de conduite, c'est-à-dire de quoi ont besoin les patients. Et si on répond à cette question par l'organisation de la profession, on sera soutenu à la fois par les patients et à la fois par les pouvoirs publics. Et ceux qui ne veulent rien faire, ceux qui ne veulent pas bouger, auront de moins en moins d'arguments. Donc, mais à nous de pousser les feux, comme on sait le faire, on a besoin de vous et de cet échange. Bénédicte, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, une question pour Renaud. J'aurais aimé connaître les tenants et les aboutissants de la négociation des syndicats avec la mairie de Paris pour la distribution des masques, étant donné qu'au début, il était indiqué qu'il ne fallait pas faire cette distribution. Vaste programme. Vaste programme, parce que je vous rappelle que d'abord, ça a été une décision de la mairie de Paris, et je vous rappelle qu'au moment où la distribution des masques dits alternatifs a été donnée uniquement au bureau de tabac. Alors, Gilles a l'habitude de dire qu'ils ont des masques particuliers parce qu'il y a un trou pour pouvoir fumer, mais hein, toute la profession était en émoi. Nous avons travaillé avec la mairie de Paris, par contre bien en amont, de façon à ce que ce soit organisé. Organisé comment? C'est-à-dire gérer les flux. Nous avons obtenu qu'il y ait une organisation sur les flux, sur l'approvisionnement, et nous avons donc proposé à l'ensemble des pharmaciens parisiens, toute la profession, ordre, syndicats et URPS, sur la base du volontariat, d'y participer ou de ne pas participer. Donc chacun était libre de ce choix. Je crois qu'on a fait le bon choix, parce que, in fine, tout au moins de ce que je sais, ça s'est plutôt pas mal passé, et que le flux a été correctement géré. Je rappelle que nous avions, URPS, négocié avec la ville de Paris aussi pour l'installation des défibrillateurs qui ont commencé, et que il y avait le choix entre la Poste, à l'époque Autolib, parce que ça prend du temps de négocier tout ça, les stations Autolib ou la pharmacie, et que nous avons réussi à ce que ces défibrillateurs, donc un acte sanitaire qui a besoin du soutien et de l'accompagnement et de l'identification de l'endroit, donc l'endroit est identifié à la Croix Verte, le professionnel de santé, le pharmacien est présent, et il était logique, et la mairie de Paris a accepté, que ce soit en face ou à proximité d'une pharmacie. Alors certains ne sont pas contents, on ne peut pas satisfaire tout le monde malheureusement, mais il me semble qu'il est important que tout ce qui a un rapport de près ou de loin sur la prévention, sur le premier recours et sur l'urgence, soit en relation directe avec la santé, et celui qui a pignon sur rue par rapport à toutes les autres professions, c'est la pharmacie, et donc il me semblait logique et normal que ça aille dans ce sens. Je crois savoir, en tout cas qu'au niveau de l'UPRP, et René Marek est en négociation ou en discussion avec la mairie de Paris pour qu'il y ait une indemnité sur ce coup de main que la profession aura donné pour un geste de protection et un geste sanitaire. Par rapport à cette question, je voudrais revenir sur les masques. Donc effectivement, c'est aussi l'avantage de Paris, c'est que vous avez des personnalités politiques dont la voix porte. Quand vous avez Madame Hidalgo qui intervient,
quand vous avez Valérie Pécresse qui prend des initiatives, d'abord ça va vite, et il faut que la profession soit extrêmement réactive, rappelle les conditions dans lesquelles elle peut s'investir et dans les conditions où elle ne peut pas s'investir. Bon, je pense que vous avez réussi à dialoguer chaque fois pour faire en sorte que à la sortie, ça se passe bien. Parce qu'il pouvait y avoir un risque que ça se passe mal, avec la possibilité d'un afflux de patientèle qui n'était possible et peut-être difficile de contenir. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisque la mairie a mis en place un outil permettant d'identifier ceux qui pouvaient et où ils pouvaient aller chercher les masques. Et en fait, voilà, et l'outil a bien fonctionné. L'outil a bien fonctionné parce qu'il a mis de la fluidité dans le système d'approvisionnement et les Franciliens ont été respectueux, les Parisiens, puisque là ça concernait Paris, ont été respectueux je dirais, du travail fait par les pharmaciens, donc bravo, parce que c'était pas évident au départ et il y avait un certain nombre de risques qui n'étaient pas négligeables, mais ça a été bien géré et même très très bien géré. Juste sur les masques, rappeler un point. Pardon, tu veux intervenir, Renaud? Oui, je voudrais à cette occasion d'ailleurs remercier tous les pharmaciens parisiens parce que je crois qu'à plus de 90%, les pharmaciens ont participé autour de cet acte et, et vous avez gagné, quoi. En fait, on n'a été que des chevilles ouvrières et des accompagnants sur ce sujet. Et comme tu as dit, ça a été très fluide et très bien. Sur les masques tissus, on n'en a pas parlé. Vous savez qu'il y a un débat aujourd'hui sur les masques tissus pour les mettre à disposition des populations qui n'ont pas de moyens, donc des bénéficiaires de l'aide médicale État et des bénéficiaires de la C2S. Nous sommes toujours en négociation avec l'assurance maladie, avec quand même un petit recul maintenant après, je dirais, le déconfinement. On s'aperçoit que les masques sont moins portés et que les masques tissus sont moins prisés. Alors d'abord, il y a eu la distribution par l'ensemble des communautés, des conseils régionaux, des mairies, etc. Donc il y a bien sûr utilisé un certain nombre de masques mis à disposition, mais on s'aperçoit que ça ne va pas être évident de remplacer le masque chirurgical par le masque tissu. Avec tous les inconvénients du masque chirurgical, hein, quand c'est un masque chirurgical, parce que des fois ça n'est pas, du masque chirurgical, avec les conséquences écologiques, le coût que cela représente. Mais d'ailleurs, même les masques chirurgicaux aujourd'hui, je peux vous dire que la grande distribution a d'énormes stocks qu'elle n'arrive plus à écouler. Parce que ça, ben voilà, les gens l'utilisent moins ou les gardent plus longtemps que ce qui est prévu, etc. Donc, on le voit dans nos officines, on a besoin. Donc, pour l'instant, la négociation n'est pas terminée avec l'assurance maladie. On verra si c'est toujours d'actualité. On va certainement en parler dans les jours à venir et on vous tiendra informé. J'ai oublié un point. Tout à l'heure, il faut que vous déclariez pour le mois de mai votre perte d'activité. Toujours sur le même principe, c'est sur Amédipro, comme tout à l'heure. Donc là, c'est encore plus simple. Vous devez rentrer votre chiffre d'affaires de tout ce qui a été présenté au remboursement, médicaments et dispositifs médicaux en tiers payant. Et vous rentrez cette case et vous verrez le calcul si vous avez une compensation par l'assurance maladie d'une partie de la prise en charge des frais fixes de l'officine. Si vous n'avez pas enregistré de début mars, du 16 mars pardon, au 30 avril, vous pouvez encore le faire et rentrer les deux chiffres sur le site Amélie, dont le chiffre du 16 mars au 30 avril, le chiffre du 1er mai au 30 mai et le chiffre global de l'année 2019 sur, bien sûr, toujours l'activité tiers payant présentée au remboursement, que ce soit du dispositif médical ou du médicament. On sait que ce calcul n'est pas parfait.
Et donc, on est en train de regarder, et avec Nicolas Revel, au dernier webinaire, on en a parlé, il n'a pas complètement fermé la porte, d'un regard un petit peu plus affiné sur des paramètres qui paraissent inadaptés, notamment l'arrivée de médicaments chers juste au mois de mai ou au mois d'avril, qui peut complètement changer le chiffre d'affaires, et puis les règles d'abattement par rapport à certaines pharmacies qui paraissent un petit peu disproportionnées. Mais comme il fallait le faire dans l'urgence, comme ça concernait ce calcul tous les professionnels de santé, et qu'il fallait que les acomptes soient versés rapidement, comme ça a été le cas début mai, on n'a pas pu rentrer dans la dentelle, mais peut-être que l'on pourra le faire en fin d'année, quand il y aura les recalculs et les réajustements. En tout cas, on ne désespère pas de convaincre l'assurance maladie de revoir quelques paramètres inadaptés à la spécificité des pharmaciens. J'avais oublié ce point, donc il faut le déclarer maintenant. Et si vous n'avez pas déclaré la première partie mars-avril, le site est ouvert pour ce point-là que jusqu'au 26 juin. Donc ne ratez pas le coche, c'est comme Dasri, tout se passe avant le 26 juin. Pouvons-nous préparer des CHA après juillet? Et sinon, les CHA préparés, est-ce qu'ils pourront continuer à être vendus après juillet? Est-ce que les CHA qui sont déjà préparés pourraient continuer à être vendus après juillet? Alors, on ne désespère pas d'obtenir une prolongation au-delà du 10 juillet, à la fois de la préparation et de la dispensation. Je pense que ce qu'on a préparé avant, je ne vois pas comment on pourrait nous interdire de le dispenser et de le délivrer. Par contre, ce qu'on veut, c'est demander au pouvoir public, pour les pharmaciens qui ont réussi à avoir de l'alcool tardivement, qui ont reçu l'alcool mais qui n'avaient pas encore les flacons, de ne pas garder ça sur les bras et de pouvoir proposer du SHA au moins jusqu'à la fin de l'année. Ça fait déjà 2 fois qu'on avertit le ministère qu'il faut prendre cette disposition. Alors parfois ça concerne plusieurs ministères, donc c'est un petit peu long, mais les échos que l'on avait n'étaient pas un blocage, c'était plutôt oui, ça va arriver avant la fin de l'état d'urgence. Bon, donc je ne désespère pas qu'on obtienne cet arrêté de prolongation, comme d'ailleurs l'ont obtenu les fabricants de GHA qui on peut faire des biocides sous certaines conditions, eux, jusqu'au mois de septembre. Donc, je ne vois pas pourquoi les pharmaciens ne seraient pas traités de la même manière, voire mieux. J'ai perdu ma question. La restriction sur le nombre de boîtes de Doliprane est-elle levée? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y avait des dispositions particulières? Non, c'est toujours pas levé. C'est jusqu'au 10 juillet, c'est ça? Voilà, Ouais, il n'y a pas eu de mesures spécifiques. Bon, c'est vrai que tout ça avait été fait pour éviter des pénuries sur le paracétamol. Objectif atteint. Il n'y a pas eu de pénurie. Il y avait des risques début mars. On sentait la pression monter. D'ailleurs, quand on regarde la courbe de consommation du paracétamol, de stockage de paracétamol, parce qu'heureusement qu'ils n'ont pas tout consommé, c'était déraisonnable. Donc, objectif atteint. Entre parenthèses, vous avez vu que le prix du paracétamol qui devait baisser au mois de juillet est reporté sine die, donc pas de baisse du paracétamol. C'est vrai que les laboratoires, que ce soit Sanofi ou UPSA, ont fait d'énormes efforts justement pour pas qu'il y ait de pénurie aussi, c'est-à-dire d'assurer l'approvisionnement, etc. Et ont parfois travaillé au-delà des heures classiques des entreprises. Et donc, il aurait été extrêmement maladroit d'avoir en plus de subir une baisse de prix, même si elle avait été programmée. Donc, je pense qu'au-delà du 10 juillet, ce sera terminé, cette restriction sur le paracétamol. Mais de toute manière, le bon usage veut qu'on n'en donne pas un nombre de boîtes inapproprié
parce qu'on sait très bien que le paracétamol est un médicament à risque de mésusage et risque de surdosage, bien évidemment. Donc, il faut toujours rappeler les règles d'utilisation et toujours vérifier si on a affaire à un adulte et si c'est à destination d'un adulte. C'est des questions que l'on pose qui sont répétitives au comptoir et qui sont absolument nécessaires pour sécuriser. Et quand on en rattrape un qui n'avait pas vu le coup, eh bien, c'est le bon boulot que l'on a fait. C'est du boulot de pharmacien. Alors maintenant, j'ai plusieurs questions sur la vie conventionnelle. Donc peut-être Pierre, y a-t-il toujours une ROSP pour l'ouverture des DMP? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est encore validé. Il y a encore une ROSP pour l'ouverture des DMP. Ce sera prolongé encore un peu. Je sais pas, je pense qu'elle ne va pas forcément être pérenne, mais pour l'instant, elle est prolongée. En fait, c'est toujours un euro, un euro l'ouverture du DMP. Théoriquement, au printemps 2021, le système va être complètement inversé. Et à mon avis, ça va être renforcé par certainement les conclusions du rapport sur le Ségur. Ça va être comme les dons d'organes. Si vous êtes contre, vous devez le dire. Ben, le DMP, ça va être pareil. Si vous êtes contre l'ouverture du DMP, vous devez faire acte en disant « je ne veux pas qu'on ouvre mon DMP ». Donc, ça veut dire qu'à partir du printemps 2021, ben, l'ouverture sera systématique pour l'ensemble de la population. Donc, voilà, vous pouvez encore en ouvrir jusqu'en 2021, mais au-delà du 1 euro. Au-delà du 1 euro. Pour l'USPO, le DMP est un outil stratégique. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est l'histoire du patient qui est enregistrée dans le DMP. Dans cette histoire, cette bibliothèque du patient, on y enregistre tout. Et ça veut dire que n'importe quel professionnel de santé, dont les pharmaciens, peuvent aller chercher une information qui leur est utile pour leur exercice. C'est la première fois que l'on reconnaît aux pharmaciens la possibilité de partager toute l'information du patient. Vous délivrez du Préviscan, bah, c'est quand même intéressant de savoir s'il a fait régulièrement son INR. Le patient dit, mais je suis allergique à ces médicaments. Si vous avez accès au compte rendu de l'anesthésiste qui a recensé toutes les allergies, eh bien, ça peut être intéressant. Si le médecin qui le reçoit a besoin du scanner, bien plutôt que de refaire l'examen ou refaire de la biologie, il peut aller chercher l'information dans le DMP. Donc, ça fait gagner du temps sur le diagnostic médical. C'est un outil permettant d'avoir l'ensemble de l'information du patient. Et on souhaite, pour l'USPO, y mettre également toute la médication officinale. Vous conseillez un sirop contre la toux, vous conseillez tel médicament. Eh bien, ce médicament, il doit être enregistré, il fait partie de l'histoire du patient. Ça permettra à un médecin, s'il y a eu plusieurs épisodes de diarrhée, de toux, eh bien, de le voir et de l'éclairer pour éventuellement faire un examen beaucoup plus approfondi, parce que cette situation qui se répète n'est pas normale. Donc, ça sécurise bien évidemment le patient. Donc, le DMP, on en a besoin, et donc inviter les patients, et après le Ségur de la santé, ça va être renforcé, à ouvrir les DMP en pharmacie. Je crois qu'il y a plus de 8 millions de patients qui ont déjà des DMP ouverts. Bien sûr, ils vont s'enrichir au fur et à mesure des données. Alors pour l'instant, ils ne sont pas très enrichis. Et bien évidemment, on est en train de travailler sur la façon la plus facile pour le consulter et s'en servir au moment où on en a besoin, c'est-à-dire avec le patient. Et bien sûr, il y a une traçabilité de toutes les consultations parce que le patient peut savoir qui a consulté son DMP, qu'est-ce qu'il est allé regarder, à quelle heure il l'a fait. C'est le meilleur garant de la sécurité de la consultation des données. Aux alentours, on partirait une dizaine. J'ai aussi une question sur les entretiens. Donc, quand pouvons-nous facturer les entretiens réalisés en 2019?
Et également, peut-être, Pierre, pour compléter, comment gérer les patients qui seraient décédés entre-temps pour la facturation en 2019? Alors, c'est quelque chose qu'on a demandé. Alors, comment facturer? C'est ça la première question, c'est comment facturer. Donc, on attend les codes traceurs qui vont permettre de déterminer la date d'entrée dans le bilan et la date de fin, et qui vont donc déclencher le paiement au fil de l'eau via la télétransmission classique. Ces codes, ils sont disponibles dans le calendrier qui était prévu, c'est-à-dire fin juin, début juillet. Nous aurons donc la possibilité dès début juillet, alors peut-être pas au 1er juillet, mais dans la foulée de début juillet, de facturer les entretiens réalisés en 2019. Effectivement, on a un souci qu'on avait signalé au dernier webinaire auprès de Nicolas Revel, de patients qui seraient décédés entre le bilan réalisé et maintenant, date de facturation. Et on lui a demandé d'être particulièrement vigilant sur le fait que le motif de date de facturation après décès ne soit pas quelque chose de bloquant, et en tout cas n'entraîne pas un rejet. Alors, il nous avait dit que peut-être il y aurait un rejet, mais qui serait retraité après en manuel. Mais ça, c'est à eux de gérer ce problème-là. On leur a signalé, ils sont au courant. Ils sont au courant aussi d'un autre souci qui est que par an, on ne pourra facturer qu'un seul entretien ou qu'un seul suivi, puisque l'entretien étant réalisé pour une période d'1 an. Alors, vous savez que maintenant, c'est un an glissé, c'est plus un an de date à date, c'est un an de date à date, c'est plus un an du 1er janvier au 31 décembre. Et forcément, si on a fait un bilan en 2019, on va faire son suivi en 2020 et tout sera facturé en 2020. Ce qui veut dire que pour cette année 2020, il peut y avoir 2 facturations. Un premier bilan, ils ont suivi, ou 2 suivis si le bilan a été initié en 2018. Et ça, c'est pareil, on a demandé à la CNAM de faire attention et que ce ne soit pas un motif de rejet. Donc ça, c'est prévu, on leur a signalé. Ça va faire l'objet d'une discussion lors de la prochaine CPN pour être sûr qu'ils aient bien intégré tout ce qu'on avait demandé. En tout cas, ça va nous faciliter la vie, hein, parce qu'on va être payé au fil de l'eau. Et ça a été un énorme combat. Donc, on fera une note, bien évidemment, dès qu'on vous donnera le feu vert, pour vous expliquer tous les cas particuliers pour pouvoir facturer facilement tout le travail que vous avez fait et être payé au fil de l'eau. Ce sera aussi le moyen de savoir pour qui on est payé, quand et pour qui on n'est pas payé. Ouais. Au moins, ce sera clair. Voilà. Alors, une autre question sur la vie conventionnelle toujours. Quand allez-vous négocier une rémunération pour la PDA au comptoir qui serait à mon sens importante pour sécuriser la prise de médicaments pour les personnes âgées polymédicamentées? Alors, ça fait partie des choses qu'à l'USPO nous réclamons depuis des années. Alors, vous avez vu que dans l'avenant 11, on a ouvert la porte de la PDA, puisqu'on l'a fait noter dedans. Et Nicolas Revel nous dit, oui, mais je ne peux pas vous rémunérer pour un acte si on n'a pas les bonnes pratiques. Donc, en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce qu'on n'a pas les bonnes pratiques, on ne peut pas facturer. Et puis, voilà, il nous faut ces bonnes pratiques. Donc, on pousse avec tous les membres de l'USPO pour que ces bonnes pratiques sortent enfin, pour qu'elles définissent ce qu'est une PDA de qualité et ce qu'est une PDA qui va permettre une vraie prise en charge du patient. Voilà, ce sera le préalable enfin, pour Nicolas Revel, en tout cas, ce sera le préalable à la rémunération. Mais on le remet sur la table à chaque fois, et à chaque fois, croyez bien que chaque séance de négociation ou presque, nous redemandons la prise en charge de la PDA, la reconnaissance et la prise en charge de la PDA. Merci. Une dernière question sur la vie conventionnelle avant de changer de sujet, c'est est-ce qu'on peut déjà faire des BPM, des bilans partagés de médication en EHPAD? Qu'est-il prévu pour l'obtention du consentement du patient? Oui, alors ça c'est prévu depuis maintenant le dernier un an, une année à peu près, hein, c'était de pouvoir le faire en EHPAD, sous la forme d'une expérimentation de 2 ans, mais qu'on espère bien pouvoir valider et pérenniser. Donc l'acceptation du patient peut se faire par son tuteur ou peut se faire par l'équipe soignante qui est autour du patient. Donc ça se fera de la même façon, sauf qu'au lieu d'interroger le patient, et c'était ça qui posait problème à l'assurance maladie, on va interroger non plus le patient, mais l'entourage du patient, c'est-à-dire l'infirmière co, le médecin coordinateur, et donc l'entourage médical du patient qui pourra nous apporter différents éléments. Et c'est fondamental de le faire dans le cadre de l'EHPAD, parce que l'EHPAD est un lieu où le patient est très fragile, polymédiqué est très fragile, et où les directeurs eux-mêmes nous disent, on aime bien savoir, faites-nous une photo du traitement du patient,
quand ils rentrent, et c'est même eux qui nous le demandent. Donc faites-le, vous verrez, ce sera très très bien perçu par toute l'équipe soignante et particulièrement par l'infirmière et le directeur. Puis ça renforce la relation avec le médecin traitant. Parce que on sait très bien que les personnes âgées, c'est voilà, difficile, ça nécessite une surveillance particulière et les médecins vous remercient quand bien vous avez alerté en disant est-ce que tu es sûr, est-ce que voilà, demi-dosage, etc. Voilà, toute une série d'aides et de sécurité que peut apporter le pharmacien, plus l'enrichissement d'une discussion entre le médecin traitant, le médecin co, les infirmières et le pharmacien. C'est ça le vrai travail d'équipe autour d'une personne fragile qui nécessite toute notre attention et où les traitements sont à fort potentiel risque iatrogène puisqu'elles cumulent à la fois de la multipathologie, mais également une situation physiologique avec parfois des amaigrissements ou une hydratation qui fait que les médicaments deviennent beaucoup plus toxiques que sur une personne classique. Donc voilà, toute l'expertise pharmaceutique, toute l'expertise clinique doit s'exprimer dans les EHPAD autour de ces personnes âgées. Et bien sûr aussi à domicile, et dont la PDA aussi à domicile et pas qu'en EHPAD. Alors la dernière question peut-être, c'est sur la stérilisation. Est-ce que c'est obligatoire à partir de quand en fait est-ce que c'est obligatoire? Sujet qui revient sur la table et merci de l'avoir posé. C'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile parce que bien évidemment, on a vu que c'était un sujet qui pouvait porter à polémique et je pense que c'est un sujet qui ne doit pas supporter la polémique. Quelle est la situation? L'Europe impose aujourd'hui la lutte contre la contrefaçon. Et elle a raison de le faire, parce qu'il y a de la contrefaçon. Avec le Covid, il y a eu énormément de dérogations permettant de récupérer des médicaments de façon moins sécurisée que d'habitude. Donc, on a augmenté le potentiel et le risque de contrefaçon. Et puis, voilà, ça fait partie de l'essence même de la chaîne pharmaceutique, c'est qu'on s'engage sur la qualité et il est hors de question qu'on mette à disposition des médicaments non conformes à nos patients, bien évidemment. Après, la France est le dernier pays à se mettre en conformité sur ce règlement européen. Le dernier pays. La Commission européenne est en droit de demander des comptes au gouvernement français. Et demander des comptes au gouvernement français, c'est mettre en place une amende qui peut s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros parce qu'elle n'a pas réussi à mettre en place la sérialisation. Et on sait que la sérialisation ne peut être efficace que si tous les pays le font en même temps. Sinon, ça ne sert à rien. L'USPO a bien sûr essayé et a obtenu certaines avancées pour faire que ce travail soit le plus simple possible au niveau de l'officine. Et également ne fasse pas l'objet d'une exploitation de données à travers cette sérialisation. Alors, premièrement, pour éviter l'exploitation des données, à pousser l'ordre à mettre en place un connecteur. Et ça veut dire que c'est l'ordre qui sert aujourd'hui de filtre et qui récupère et qui empêche des acteurs de venir pomper des informations. C'est le garant qui évite une exploitation de l'ensemble des données. Vous imaginez, toutes les sorties officines pourraient être récupérées au niveau européen. Vous imaginez que ça aiguise quelques appétits et pas que de petits hackers. Donc, on a fait ce choix. Alors, ce choix a entraîné un coût de 44 € par an pour les pharmaciens, 11 € par trimestre. Vous avez dû recevoir de nouveau des codes, puisque le gouvernement est mis sous pression par la Commission européenne, de la part de France MNVO, vos codes pour pouvoir démarrer la sérialisation. Tous les logiciels, 90% des logiciels,
sont prêts aujourd'hui à absorber ce travail de sérialisation. Je vous rappelle que l'ordre, même si je n'ai pas le droit de le dire, non seulement n'a pas augmenté sa cotisation cette année, mais l'a diminué. Ensuite, il y a le travail au quotidien. Le travail au quotidien, l'Europe a voulu imposer que la sérialisation, c'est-à-dire l'acte qui permet de lire et de décommissionner la boîte, se fasse devant le patient. Décommissionner la boîte, ça veut dire que je la passe au scanner, chaque boîte a sa propre identité, et quand je la passe au scanner, je la grille. Et si la même boîte avec le même numéro est délivrée dans n'importe quel pays en Europe, ça fait un bip, parce que là, il y a un potentiel contrefaçon, puisque deux boîtes ne peuvent pas sortir avec le même numéro. Le problème, c'est que quand vous êtes devant le patient et que vous devez passer toutes vos boîtes les unes après les autres pour les scanner, eh bien, vous espérez que rien ne va sonner. Et si jamais ça clignote et que ça se met en rouge, c'est vous qui allez devenir tout rouge. Parce que vous allez être en train de, il va falloir expliquer au patient que la boîte que vous avez entre les mains, la boîte dont il a besoin, vous ne pouvez pas la donner parce que éventuellement vous avez rentré un produit dans votre pharmacie qui était potentiellement contrefait. Je vous laisse imaginer la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Et donc nous, l'USPO, on a dit que ça, c'était inacceptable. Et qu'on ne pouvait pas mettre les pharmaciens dans cette situation, à la fois parce qu'elle était sacrément inconfortable, parce qu'elle n'était pas opérationnelle, parce qu'en plus le patient ne peut pas avoir son traitement. Si vous n'avez qu'une seule boîte, eh bien, vous ne pouvez pas le lui donner. Et en plus, la pharmacie, dans la seconde qui suit, a une réputation dans le village en disant « Oh là, la pharmacie, ils ont des médicaments contrefaits ». L'affaire est terminée. Donc ce qu'a proposé l'USPO, c'est de le faire à l'entrée. Dans le back-office, je reçois ma commande de mon grossiste répartiteur ou du laboratoire, je réceptionne ma commande et avant de le mettre en rayon, que ce soit dans mes tiroirs ou que ce soit dans mon robot, je décommissionne en back-office. Et quand c'est décommissionné, ça veut dire que cette pharmacie va ou a vendu le produit. Et donc, il ne peut pas être délivré par une autre pharmacie. Et donc, on envoie l'information plus tôt. On le fait en back-office, pas devant le patient, parce que ça ne sert à rien de stocker un médicament dans vos tiroirs pendant 2 mois, si au moment où vous devez le délivrer, vous ne pouvez pas le délivrer parce qu'il était potentiellement contrefait, alors que cette information, vous auriez pu l'avoir 2 mois avant, au moment où vous rangiez vos boîtes. Qui a pu imaginer un truc comme ça? Et puis ça permet de savoir qui c'est qui vous l'a livré, si c'est le grossiste et si c'est un laboratoire, pour lui aussi l'alerter, pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la chaîne d'approvisionnement. Parce que ça peut concerner une boîte ou ça peut concerner toutes les boîtes d'un même lot. Et donc, il faut vite que l'information remonte le plus tôt possible. Et puis qu'à la fin, on puisse reprendre notre boîte. Parce que 10 minutes avant, elle était dans le camion du livreur. Et ce n'est pas vous qui avez fait la contrefaçon. Donc, on puisse régler le problème rapidement. Donc, voilà la proposition de l'USPO. Donc, bien évidemment, dans cette période de Covid, parler de sérialisation peut être décalé, mais la vie continue. Et la vie conventionnelle continue, la réglementation continue, l'évolution du système de santé continue, et la sérialisation fait partie de la continuité du système. Donc, bien évidemment, voilà, contactez votre éditeur de logiciel pour savoir s'il a mis en place la sérialisation, et puis de démarrer tranquillement, tant que l'activité est encore au ralenti, pour en faire un réflexe d'organisation. Et puis, si nous réussissons ce qu'on a proposé, qui est quand même l'exception française, de le faire à l'entrée, si nous faisons correctement le boulot, je pense qu'on ne nous imposera pas de le faire à la sortie. En tout cas, vous pouvez compter sur l'USPO pour maintenir ce système. Et puis,
Il y a un autre avantage de le faire à l'entrée, parce que la stérilisation ne concerne que les médicaments à prescription médicale obligatoire. Donc, ça ne concerne pas le Doliprane. Par contre, ça concerne le codoliprane. Mais ça concerne aussi l'uvestérol ou le cholécalciférol. Et donc, quand vous avez un standard, un carton qui contient 120 boîtes, plutôt que de décommissionner les 120 boîtes, si on peut décommissionner à l'entrée un code consolidé qui est sur le carton, ça permet en un seul geste de décommissionner l'ensemble des boîtes qui sont dans le carton. C'est ce que font nos confrères hospitaliers parce qu'eux aussi ont obtenu le droit de le faire à l'entrée. Donc il n'y a pas de raison que les pharmaciens d'officine n'aient pas aussi cette possibilité. Donc voilà, c'est obligatoire. Pour répondre à la question au départ, oui, c'est obligatoire, c'est-à-dire la stérilisation est quelque chose qui doit rentrer dans les bonnes pratiques de l'officine. On a sécurisé l'exploitation des données en passant par le Conseil de l'ordre pour éviter l'exploitation, et on l'a fait à l'entrée pour simplifier. Et puis, on a besoin là aussi de l'expérience des pharmaciens. Il y a déjà plus de 400 pharmaciens qui ont démarré, qui ont commencé à le faire. Et on a besoin aussi de vos remontées. S'il y a des choses qui vous paraissent difficiles, notamment la lecture du data matrix, parfois ça peut arriver, et donc on remonte au laboratoire certaines difficultés, des fausses alertes, puisque toute l'année, le démarrage en 2020, eh bien on va scanner, on va enregistrer, on va décommissionner, mais on ne va pas tenir compte des alertes, puisqu'on sait qu'au début, pendant la montée en charge, il peut y avoir des petits incidents parce que le laboratoire n'a pas envoyé l'ensemble des données ou ça n'a pas été encore enregistré. Donc, on a une période que l'on va qualifier de montée en charge sans aucune conséquence, avec une autorisation de dispenser ces médicaments. Et à partir d'un certain moment, eh bien, là, par contre, il faudra appliquer les alertes et le retrait de la boîte ou la mise en quarantaine de la boîte. Donc, plus vite vous démarrerez, plus vite vous aurez absorbé l'organisation interne de votre officine sans aucune conséquence pour après pouvoir être prêt au moment où ça a des conséquences sur l'arrêt de la boîte de façon définitive. Quelle heure c'est? 22h13. Oui. C'est assez raisonnable. Bon, merci Renaud. Merci pour ton intervention. Merci pour encore pour tout ton investissement et tout le travail que tu fais. Je sais que tu vas continuer à te présenter aux prochaines élections pour bien concourir et continuer le travail que tu as commencé avec l'ARS. Et Dieu sait que c'est important parce que chaque fois que tu réussis un projet, une expérimentation, on sait que quand c'est réussi sur Paris, ça a un impact sur la France entière. Donc merci de continuer à passer du temps, à obtenir la possibilité pour les pharmaciens d'expérimenter des choses extrêmement intéressantes, comme tu l'as fait pour le trot d'angine, parce que ton expérimentation nous a beaucoup aidé pour obtenir l'arbitrage, pour qu'on puisse le faire à la fois à l'officine, pas uniquement sur prescription, mais à l'initiative du pharmacien. Et c'était extrêmement important. Et ton étude et le compte rendu que tu as fait a convaincu les pouvoirs publics, malgré ceux qui voulaient nous empêcher de le faire. Donc merci encore pour ce travail. Merci Bénédicte et merci Pierre pour tout le temps que vous passez sur ces webinars et pour la rédaction des poèmes info. Et puis, vous avez vu que le rythme est soutenu. Donc, on n'attend pas une semaine, mais je vous donne rendez-vous mardi prochain à 20h15 pour parler du Ségur de la santé et de l'avenir de notre profession pour le prochain projet de loi qui sera débattu en septembre à l'Assemblée nationale et au Sénat. Merci à tous. Merci à Bonne tous. soirée. Merci. Merci Gilles. Au revoir. Bonne soirée et à mardi prochain.
Au revoir.